Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour le bac, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous la chaîne respiratoire. Étant professeur depuis quand même pas mal de temps, 33 ans, je sais que la notion de chaîne respiratoire est très difficile à comprendre. Et elle est vraiment difficile. Et nous devons aussi, avant de de l'aborder, nous devons faire un rappel de cours sur les notions de respiration, fermentation, glycolyse, cycle de Krebs. Pourquoi? Pour pouvoir comprendre le fonctionnement de cette chaîne respiratoire. À la fin, on commence par un rappel de cours. Alors, je vais donner dans ce rappel les notions vraiment à connaître par cœur, les notions essentielles. La respiration et la fermentation, ce sont des processus mettant en jeu des séries de réactions de catabolisme, c'est-à-dire de dégradation, de coupure, de clivage de molécules complexes de matière organique, de préférence glucidique, comme le glucose, en molécules plus simples, plus petites. Si je prends le glucose par exemple, le glucose est formé de 6 atomes de carbone, C6, H12O6, eh bien, il va y avoir coupure des liaisons entre le carbone. Alors pourquoi tout ça? C'est pour extraire de l'énergie avec un rejet de déchets et de chaleur. Et cette énergie va servir à la synthèse de l'ATP. Maintenant, pourquoi on dit que la respiration, quand on parle de respiration, on parle d'oxydation respiratoire? En effet, le catabolisme de la respiration s'accompagne de l'oxydation du glucose. Et cette oxydation est couplée à la réduction d'un oxydant, R', on l'appelle R', bon, c'est le NAD ou le FADH, qui accepte les électrons et les protons perdus par le glucose. Et ces réactions libèrent de l'énergie pour produire de l'ATP. Alors pour la respiration, et c'est ça le sujet de notre résumé, la respiration qui nécessite l'oxygène, l'oxydation est complète. Le glucose est entièrement dégradé et il est oxydé complètement en dioxyde de carbone, qui ne contient donc plus d'énergie, en vapeur d'eau. Et ces molécules, eh bien, ce sont des déchets qui vont être rejetés donc à l'extérieur. Pour la fermentation, sans oxygène, cette oxydation est incomplète, car quand elle se produit, elle donne des produits comme l'alcool ou l'acide lactique qui contiennent encore de l'énergie potentielle, donc ils contiennent encore de l'énergie. Mais pour la respiration, toute l'énergie a été extraite. Et c'est pour ça que le rendement énergétique de la respiration est très très important. Alors, la respiration et la fermentation commencent par une étape commune, la glycolyse. Pourquoi je parle de la glycolyse alors que je devrais parler de la chaîne respiratoire? Eh bien, tout simplement, c'est pour comprendre l'origine du NAD, FAD qui se trouve dans la chaîne respiratoire. Alors, la glycolyse, c'est toujours des réactions de catabolisme, mais c'est une série de réactions chimiques durant lesquelles le glucose, C6H12O6, est oxydé. Il va donc perdre des électrons en deux molécules de pyruvate ou COCOH. Et la glycolyse s'effectue dans le hyaloplasme. Le hyaloplasme étant la fraction liquide du cytoplasme où se trouvent tous les organites, le noyau, la mitochondrie, etc. Et la réaction globale de la glycolyse, que vous devez connaître par cœur, est la suivante. Donc on a C6H12O6 plus 2 ADP plus 2 NAD+, plus 2 PI, phosphate inorganique, le NAD étant un coenzyme, va donner CH3COCOH, donc 2 ATP, plus 2 NADH H+. Alors, vous devez donc
connaître cette réaction globale de la glycolyse et surtout le bilan énergétique. Résumons donc ce qui précède. L'oxydation du glucose permet de fournir aux cellules eucaryotes, ceux qui possèdent un noyau délimité par une membrane, l'énergie dont elles ont besoin. En l'absence de l'oxygène ou du dioxygène, c'est-à-dire en anaérobiose, certaines cellules pratiquent la fermentation ou oxydation incomplète du glucose. Mais en présence de dioxygène, en aérobiose, la plupart des cellules pratiquent la respiration cellulaire, c'est-à-dire qu'elles oxydent complètement le glucose en dioxyde de carbone, vapeur d'eau, et ce sont donc des déchets. On les expire. La respiration est composée de plusieurs étapes. La glycolyse, qu'on a déjà vue, qui a lieu dans le hyaloplasme, et vous devez connaître par cœur où elle se trouve. Le cycle de Krebs dans la matrice mitochondriale. Et enfin, la chaîne respiratoire. Nous avons vu la glycolyse et maintenant, nous allons voir le cycle de Krebs. Alors, le cycle de Krebs, ce n'est pas la peine de connaître les détails. Il faut savoir que le cycle de Krebs se déroule dans la matrice de la mitochondrie, organite cellulaire, et la mitochondrie est composée d'une membrane externe, d'une membrane interne, de l'espace intermitochondrial, de la matrice à l'intérieur et bien sûr des crêtes mitochondriales. Au cours du cycle de Krebs, il y a décarboxylation de 2 pyruvates. Décarboxylation, ça veut dire perte de carbone par libération d'une molécule de CO2. Il y a déshydrogénation, c'est-à-dire perte d'hydrogène. Et tout ça grâce à des enzymes. En définitive, le cycle de Krebs a permis la formation de 6 molécules de NADH, 2 molécules de FADH2 et 2 molécules d'ATP, mais à partir de 2 molécules d'acide pyruvique. On sait que l'oxydation du glucose donne 2 acides pyruviques. C'est dans la glycolyse. Et une grande partie donc de l'énergie produite par glycolyse et par cycle de Krebs se retrouve donc contenue dans le NADH et le FADH2. Et cette énergie se reconvertit en ATP grâce à la chaîne respiratoire au niveau de l'ATP synthase ou l'ATP synthétase ou sphère pédonculée. Et nous arrivons enfin à la notion de chaîne respiratoire. Alors, où est-elle localisée? Eh bien, elle est localisée dans la membrane interne des mitochondries. Voyons ça d'un peu plus près. L'image que vous voyez est une partie d'une mitochondrie. On y voit la membrane externe, la membrane interne qui, elle, est imperméable aux protons. Et les boules là bleues que vous voyez, ce sont des complexes protéiques. Et on a l'ATP-ase ou l'ATP synthase. Et le complexe protéique, c'est ça la chaîne respiratoire. Maintenant, on va définir la chaîne respiratoire. Cette définition, vous devez la connaître par cœur. La chaîne donc respiratoire est un ensemble de complexes protéiques qui assurent un transfert de protons et d'électrons. Et comme ils assurent ce transfert, eh bien on les appelle des transporteurs. Pour comprendre le fonctionnement de la chaîne respiratoire, nous allons essayer de la diviser en étapes, bien que ce fonctionnement est continu. Alors la première étape, c'est que le NADH va céder ses électrons, que vous voyez en rouge, au premier complexe protéique. Bon, il est en jaune pâle. Et quant au FADH2, lui, il va céder ses électrons au complexe protéique suivant. Il est en vert. Et ce sont des réactions d'oxydoréduction
puisque quand le NAD ou le FADH2 cède ses électrons, c'est une oxydation, et les complexes protéiques acceptent cet électron, donc c'est une réduction. Et donc on a une cascade d'oxydoréduction. C'est comme les électrons vont passer comme le ballon dans un match de rugby, hein. Ils vont passer d'un complexe protéique à un autre. Et donc, ces électrons vont être acheminés jusqu'à un accepteur final qui est l'oxygène. Là, vous voyez en rond, en vert. Eh bien, l'oxygène, son rôle, c'est de recevoir les électrons qui ont été transférés le long de la chaîne respiratoire. Alors, dans ce cas-là, l'oxygène est réduit. Nous allons d'ailleurs revoir le rôle de l'oxygène. Alors, le transport d'électrons depuis les complexes va libérer une énergie. Et c'est ça qui est important. Nous sommes là dans la révélation du mystère. Les électrons, lorsqu'ils sont transportés, vont libérer une énergie, et cette énergie, eh bien, c'est elle qui va permettre aux protons de passer de la matrice vers l'espace intermembranaire. Souvenez-vous, la membrane interne était imperméable. Elle ne pouvait pas laisser passer les H+. Eh bien, c'est grâce à cette énergie que les protons vont passer de la matrice vers l'espace intermembranaire. Les protons donc s'accumulent dans l'espace intermembranaire et ils vont être en excès. Et un excès de charge positif, donc H+, le proton, va s'accumuler dans cet espace, provoquant un gradient d'énergie, c'est-à-dire une différence d'énergie. Et cette différence d'énergie se manifeste par une différence de pH entre la matrice et l'espace intermembranaire. Alors, que deviennent les protons qui se sont accumulés dans l'espace intermembranaire? Que devient-il? Eh bien, cette différence de concentration de part et d'autre de la membrane interne des mitochondries est instable. Les protons doivent revenir à la matrice et ils sont attirés vers elle pour rééquilibrer les charges. Mais souvenez-vous, il leur est impossible de repasser par les transporteurs d'électrons. La membrane interne est imperméable aux protons, je vous l'avais dit. Et le seul moyen pour regagner la matrice est de passer au travers de l'ATPase ou ATP synthétase. Et c'est ce qu'ils font. Quand ils passent, tous ces protons, quand ils passent à travers donc l'ATPase, celle-ci est alors activée. Et elle va permettre la phosphorylation d'une molécule d'ADP en ATP, c'est-à-dire phosphorylation, ça veut dire qu'elle va rattacher le PI, le phosphate inorganique, à l'ADP. Et l'oxydation d'une seule molécule de NADH, H+, permet la formation de 3 ATP, alors que celle d'une FADH2 permet la formation de 2 ATP. Et quand vous trouvez le terme de phosphorylation oxydative, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, phosphorylation, là vous l'avez devant vous, c'est synthèse d'ATP. Oxydative, c'est parce qu'elle est couplée à l'oxydation de NADH2 et FADH2. Voilà, maintenant vous savez comment se forme l'ATP. Alors, que vont devenir les électrons et les protons? On le sait, les électrons vont passer donc à travers donc la chaîne respiratoire et vont à la fin être reçus par l'oxygène. Et ils vont réagir avec l'oxygène, avec les protons qui sont présents dans la matrice, afin de former des molécules d'eau. Regardez la réaction que vous avez. Voilà à quoi servit l'oxygène. Voilà, maintenant vous connaissez, depuis que vous êtes petit, vous savez qu'il faut respirer.
Vous connaissez enfin pourquoi on a besoin d'oxygène. On a besoin d'oxygène pour qu'il accepte les électrons, qu'il accepte les protons et en fin de compte, on forme des molécules d'eau qui ne restent pas dans la cellule, ces molécules. Ces molécules d'eau, c'est de la vapeur d'eau qui est rejetée à l'extérieur. Alors j'espère que cette explication de la chaîne respiratoire, même si elle a été longue, a été utile. Vous devez vous connaître l'essentiel et si vous voulez, vous pouvez vous entraîner en essayant de lire le schéma que vous avez devant vous. Qu'est-ce que c'est que le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3? Qu'est-ce que c'est que la réaction A, la réaction B, la réaction C? Essayez de faire le test et si vous arrivez à lire cette image, eh bien, ça veut dire que vous avez compris. Sinon, eh bien, revoyez la vidéo.